Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Le vent déferlait du nord, piquant et sec, tranchant à travers le haut désert sans ralentir. La lumière était raréfiée, ce genre de lueur tardive lorsque le soleil a déjà renoncé à sa chaleur. Le sol était durci par le gel dans les zones ombragées, et l'air charriait une odeur de poussière froide mêlée à quelque chose de vaguement aigre, peut-être de la viande dans la fourrure. Nieli se tenait adossé contre un poteau de cèdre enfoncé profondément dans la pente. Le pieu était vieux, fendu sur un côté, mais assez solide pour soutenir son poids. Ses poignets étaient entravés au-dessus de sa tête, la corde sciant sa peau jusqu'à engourdir ses mains. Ses chevilles étaient liées serrées, la forçant à se tenir droite. La robe en coton qu'elle portait, autrefois couleur terre mais désormais maculée de poussière et de gravier, était déchirée sur le flanc, révélant la ligne dure de sa cuisse, et le décolleté bas tombait de travers, en dévoilant plus qu'elle ne le souhaitait. Sa respiration était superficielle, en partie à cause du froid, et en partie due à l'effort pour maîtriser sa peur. Elle était là depuis des heures. Ses épaules lançaient, ses mollets étaient pris de crampes et ses doigts brûlaient faute de sang. Chaque fois qu'elle bougeait pour soulager la tension, la corde coupait plus fort. Des loups s'agitaient dans les broussailles, restant bas, leur corps se fondant dans l'herbe sèche et les buissons. Elle pouvait entendre leurs pattes sur la terre quand le vent tombait. Ils attendaient. Nieli avait été abandonné ici en guise de châtiment. Les détails importaient peu à ceux qui l'avaient ligoté, la rancune d'un cousin, une fausse histoire racontée au mauvais homme. La vérité ne suffisait pas à la sauver. Personne de sa bande ne viendrait pour elle. Ce savoir s'installait dans sa poitrine comme une pierre froide. Elle avait décidé qu'elle ne pleurerait pas et qu'elle ne supplierait pas. Si c'était ainsi qu'elle devait mourir, elle ferait face debout. Loin au sud, Luke Harland se frayait un chemin à travers une série de ravines basses, se dirigeant vers le bord du canyon avant la tombée de la nuit. Il n'allait nulle part d'important. Ce n'était plus jamais le cas. Des années auparavant, il avait servi d'éclaireur pour la cavalerie, chevauchant en avant des colonnes, trouvant des points d'eau et des cols. C'était un travail pour la solde, rien de plus, mais cela lui avait laissé trop de souvenirs de ce que les hommes s'infligent quand personne ne regarde. Après la guerre, il avait enterré sa femme, vendu le peu de terre qu'ils avaient, et s'était mis à l'errance avec son cheval et ce qu'il pouvait porter. Aujourd'hui, il était dehors parce que bouger semblait préférable à rester assis seul dans une pièce. Il avait parcouru les Badlands la majeure partie de l'après-midi, vérifiant une vieille route de piégeage qu'il utilisait autrefois. C'est alors que le vent porta le son bas, des hurlements étirés, des loups, et tout proche. Ce n'était pas inhabituel, mais il y avait quelque chose dans la façon dont les appels se chevauchaient qui lui fit tirer les rênes et écouter. On aurait dit que la meute se concentrait sur un seul point. Il poussa sa monture vers le nord, gardant le fusil libre dans le fourreau. La ligne de crête apparut, le poteau de cèdre se détachant sur le ciel gris. Au début, elle n'était qu'une forme mince, droite, immobile. Puis la robe déchirée attira son regard, les cordes, les cheveux sombres bougeant dans le vent. Il s'arrêta à 100 yards. Les loups étaient à moins de 50, faisant les 100 pas en demi-cercle, testant à quelle distance ils pouvaient approcher. Il sortit doucement la Winchester, actionna le levier et visa la terre juste devant le loup le plus proche. Le coup claqua à travers la crête, résonnant durement contre la roche. L'animal dérapa en arrière, surpris, puis tourna et fila dans les broussailles. Un autre était encore trop près. Luke chambra une seconde cartouche et envoya la balle au-dessus de sa tête. La meute se dispersa, s'effaçant vers le terrain bas. Quand le calme revint, il mit pied à terre, gardant le fusil dans sa main droite. Ses bottes faisaient un craquement régulier sur le sol gelé. Il scanna la crête, les fourrés, l'horizon. Il n'était pas d'humeur pour les ennuis, mais les ennuis étaient déjà là. De près, elle paraissait plus jeune qu'il ne l'avait pensé d'abord. Son visage était tiré, mais ses yeux étaient perçants, l'observant, le mesurant, pas encore sûr s'il valait mieux que l'homme qu'il avait laissé ici. Luke glissa le fusil sur son épaule et tira le couteau de sa ceinture. Il s'approcha assez près pour sentir la poussière et la sueur sur elle. La lame passa sous la corde à ses poignets, et il vit la peau se fendre en ligne rouge alors que la tension cédait. Ses bras tombèrent, mais elle faillit s'effondrer avec eux, le poids de son propre corps étant trop lourd après être resté debout si longtemps. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, un bras autour de sa taille. Elle était chaude malgré l'air froid. Elle ne parla pas, mais sa mâchoire se crispa, et elle se dégagea de sa prise dès qu'elle put tenir debout. Luke s'accroupit et coupa la corde à ses chevilles, puis recula pour lui laisser de l'espace.
Il n'aimait pas oppresser les gens. Il prit sa gourde de la selle et l'offrit. Elle hésita, puis but, l'eau coulant le long de son menton en petits ruisselets. Il prit son manteau à l'arrière de la selle et le drapa sur ses épaules. Elle l'observa un instant avant de le serrer contre elle. Les loups étaient toujours là, dehors. Il pouvait les entendre bouger, décrivant désormais un large cercle. Il fit un signe de tête en direction du cheval. Elle comprit. Il la hissa en selle, monta derrière elle et saisit les rênes. Son bras vint l'entourer, non par réconfort, mais pour s'assurer qu'elle reste stable. Ils quittèrent la crête à une allure lente et assurée. Aucun d'eux ne prononça un mot. Les seuls bruits étaient le craquement du cuir, la cadence régulière des pas du cheval et le vent tranchant à travers la sauge. Luc ignorait d'où elle venait ni pourquoi on l'avait abandonnée à la mort. Elle ignorait quel genre d'homme venait de la détacher du poteau. Pour l'instant, il suffisait que le pieu de cèdre soit derrière eux et que les loups s'effacent dans l'obscurité. Luc maintenait le cheval à une allure égale, prudent sur le sol accidenté alors que les dernières lueurs du jour saignaient sur l'horizon. Le froid pressait déjà plus fort, et il sentait le poids de la femme s'appuyer davantage contre lui à chaque mille. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait libérée, mais sa respiration en disait assez, superficielle d'abord, puis plus profonde à mesure que la distance avec le poteau grandissait. Elle ressassait toujours la même question qu'il avait lue dans ses yeux, qui était-il et que voulait-il? Lorsque la piste plongea dans une ravine étroite, le vent tomba. Luc profita du calme pour vérifier leurs arrières. Pas de loups, pas de cavaliers, seulement la longue étendue de sauge et de roches. Il savait que le fait d'avoir laissé le poteau debout le tourmenterait. Mais la nuit arrivait, et il n'y avait aucun sens à risquer sa peau 2 fois le même jour. Il s'occuperait de ça plus tard. « Tu as mal quelque part ?» Sa voix était basse, égale, faite pour ne pas l'effrayer. Elle secoua la tête une fois. Sa main restait enfouie dans le manteau qu'il lui avait donné, l'agrippant fermement. Ce manteau avait vu bien des années, doublure en peau de bison, une poche déchirée recousue avec de la ficelle et il était assez chaud pour l'empêcher de trembler sur la selle. Un autre demi-mille les amena à l'embouchure d'un canyon étroit, où un mince filet de fumée montait dans l'air glacial. Sa cabane était nichée contre la paroi rocheuse, son mur arrière bâti à même la pierre pour s'abriter. Un petit corral, vide pour l'heure, se trouvait sur la gauche, et une pile de bois coupé était soigneusement empilée sous une bâche près de la porte. Il descendit le premier, puis tendit les mains pour la stabiliser quand elle glissa de la selle. Ses jambes se dérobèrent au premier pas, mais elle se rattrapa avant qu'il n'ait à la saisir. Elle resta là, respirant lentement, ses yeux parcourant les lieux. Pas encore de questions, elle analysait juste la disposition comme si elle avait besoin de connaître chaque recoin. L'intérieur de la cabane était simple mais solide. Un lit le long du mur du fond, une table étroite avec 2 chaises, des étagères garnies de quelques bocaux de haricots et de café, une marmite suspendue au-dessus du petit poêle. Il poussa la porte contre le vent, mit le loquet et ôta son chapeau. « Assieds-toi, dit-il en désignant le lit. Elle hésita, mais s'avança et s'assit avec précaution. Ses mains restèrent sous le manteau, ses doigts se crispant dans la doublure comme si c'était la première chose tangible qu'elle tenait depuis des jours. Luc remplit une tasse en étain au seau d'eau et la lui tendit. Cette fois, elle la prit sans hésitation. Il pouvait voir clairement les brûlures de corde maintenant, des lignes sombres autour de ses poignets, enflés et à vif. Il posa son fusil contre le mur, puis fouilla dans une petite boîte sous la table et en sortit une bande de tissu propre ainsi qu'une demi-bouteille de whisky. « Ça va piquer. » Il en versa un peu sur le tissu et le pressa doucement sur son poignet. Elle tressaillit, la mâchoire serrée, mais ne se recula pas. Il soigna l'autre poignet de la même manière, gardant les mains sûres. Quand il eut fini, il banda les 2 avec des bandes fraîches. Elle l'observa tout du long, sans rien dire. Il sentait le poids de ses interrogations. Comment l'avait-il trouvé? Pourquoi s'était-il arrêté? Qu'attendait-il maintenant? Il ne la poussa pas à parler. « Je relevais des pièges au sud d'ici, » dit-il finalement, répondant à au moins une d'entre elles. « J'ai entendu les loups. Ils étaient trop regroupés pour chasser pour eux-mêmes. J'ai deviné que quelque chose les retenait à un endroit précis. » Il croisa son regard. « Je ne m'attendais pas à te trouver. » Son regard à elle tomba vers le sol. Après un long silence, elle dit, « Tu aurais pu me laisser. » Les mots étaient plats. Pas un défi, juste un fait. « J'aurais pu, » convint-il. Ça ne semblait pas juste. C'était tout pour le moment. Il alla au fourneau, l'alluma et mit une petite marmite de haricots à chauffer.
La cabane s'emplit de l'odeur, et ses yeux le suivirent dans ses mouvements. Quand il fit glisser une assiette vers elle quelques minutes plus tard, elle hésita de nouveau, puis mangea par petites bouchées régulières, comme si elle ne voulait rien gâcher. Une fois le repas terminé, Luc tira une couverture de l'étagère et la posa près d'elle sur le lit. « Prends ça pour ce soir. Je prendrai le sol. » Ses yeux le scrutèrent encore, cherchant le moindre signe d'un prix à payer dans sa voix. Il n'y en avait aucun. Il étala son manteau près de la porte, s'assit le dos au mur et commença à vérifier son fusil à la lueur de la petite lampe. Dans le calme, le bruit du vent au dehors allait et venait. Elle s'allongea lentement, remontant la couverture jusqu'au menton. Il pouvait voir ses yeux ouverts dans la pénombre, continuant de l'observer, attendant toujours de décider quel genre d'homme il était. Luc savait qu'il faudrait plus d'une nuit pour qu'elle lui fasse confiance. C'était très bien ainsi. Il avait été seul longtemps, assez pour savoir que certaines choses ne peuvent être brusquées. Demain, peut-être lui dirait-elle qu'il avait abandonné là-bas. Peut-être pas, mais ce soir, elle était en vie. La porte était barrée et les murs tenaient le monde à distance. Cela suffirait. Luc s'éveilla avant l'aube, comme à son habitude. La cabane était glaciale, le poêle réduit à l'état de braise durant la nuit. Il se déplaça silencieusement, attisant le feu pour le ranimer, le raclement du métal sur le fer étant le seul bruit. Il ne regarda pas vers le lit avant que les flammes ne prennent. Elle était réveillée. Il le devinait à la façon dont son corps restait immobile, alors que ses yeux le traquaient depuis l'ombre. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. « Un peu » répondit-elle. Sa voix était basse, bordée de prudence, comme si elle n'était pas sûre de la part d'elle-même à livrer dans une réponse. Il versa du café dans 2 tasses en étain et en posa une sur la table près d'elle. Elle hésita, mais se redressa, drapant la couverture autour de ses épaules, et vint s'asseoir face à lui. Ses cheveux étaient détachés, des mèches sombres tombant vers l'avant alors qu'elle prenait la tasse chaude entre ses mains. Luc avait appris à ne pas forcer la conversation, mais il y avait des choses qu'il devait savoir. Non par curiosité, mais parce qu'une femme laissée attachée à un poteau n'arrivait pas là par accident, et que le danger restait rarement immobile. « Tu as dit que j'aurais pu te laisser » commença-t-il. « Cela signifie, tu sais, que quelqu'un pourrait encore chercher à finir le travail. » Ses yeux croisèrent brièvement les siens, puis se détournèrent vers la vapeur s'élevant de sa tasse. « Oui. » Il attendit. « Mon cousin, » dit-elle après une pause. « Il voulait le fusil de mon père après sa mort. Je n'ai pas voulu le donner. Il a raconté aux autres que je commerçais avec des hommes extérieurs à notre bande. Il a dit que j'apportais la honte. » Sa mâchoire se crispa. Certains l'ont cru. D'autres se fichaient de savoir si c'était vrai. Luc ne réagit pas, hormis un léger plissement des yeux. « Et ils t'ont laissé pour les loups. » Elle hocha la tête une fois. « Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est abandonné de cette façon, mais c'est la première fois pour moi. » Cela répondait à une question pour lui, pourquoi elle avait été là-bas, mais cela en soulevait une autre. « Si ton cousin apprend que tu es en vie, essaiera-t-il encore ?» Elle n'hésita pas, « Oui, il voudra que je disparaisse avant que quiconque ne demande pourquoi il a menti. » Luc posa sa tasse. « Alors nous ferons en sorte qu'il ne te trouve pas », les mots étaient simples, prononcés comme un plan, non comme une promesse. Après le petit déjeuner, du pain rompu d'une petite miche et le reste des haricots de la veille, Luc lui tendit une paire de chaussettes en laine et une vieille chemise en laine qui flotterait sur elle. Elle accepta les 200 commentaires et se changea dans le coin pendant qu'il sortait vérifier le cheval. Le soleil passait maintenant le bord du canyon, jetant une lumière jaune pâle sur les plaines. Des traces fraîches coupaient à travers le givre près du corral. 2 séries d'empreintes de sabots. Luc s'accroupit pour les étudier. Elles n'étaient pas là hier. Quiconque les avait faites était passé dans la nuit assez près pour voir la fumée de la cheminée s'il cherchait bien. Quand il rentra, elle vit son visage changer. « Des cavaliers ?» demanda-t-elle. « 2, dit-il. Ils ne se sont pas arrêtés, mais ils sont passés près. » Elle se tint un peu plus droite. « Si c'est eux, dit-il, ils sauront que je suis ici maintenant. » Il prit son fusil là où il était appuyé contre le mur et commença à vérifier le mécanisme. « Ça veut dire qu'on ne se déplace plus seul pour un moment. » Elle le regarda travailler, et il y avait quelque chose dans ses yeux désormais moins sur la défensive, plus dans l'évaluation. Elle décidait si elle pouvait croire qu'il avait l'intention de la garder en sécurité ou si ce n'était qu'un abri temporaire jusqu'à ce qu'il se lasse du risque. Luc ne dit pas ce qu'il pensait, mais la vérité était simple.
Il avait passé trop d'années à ne rien faire pour personne. Et cela avait pris fin hier quand il l'avait détaché. Il lui montra où se trouvait le seau d'eau, où les cartouches de rechange étaient gardées, et comment glisser le verrou sur la porte si quelqu'un venait pendant qu'il était dehors. Elle écouta attentivement, mémorisant chaque étape. À la mi-journée, le givre avait disparu du sol. Ils travaillèrent côte à côte, fendant du bois. Elle balançait la hache avec un effort contrôlé, chaque mouvement montrant qu'elle avait déjà fait des travaux difficiles. À un moment, elle le surprit en train de la regarder et dit « Tu penses que je ne peux pas ?»« Je pense que tu peux, » dit-il simplement, et il retourna à sa propre pile. Lorsque la lumière commença à décliner, Luc fit un encercle au-delà du corral, scrutant l'horizon. Pas de cavalier en vue, mais les traces du matin restaient fraîches dans son esprit. À l'intérieur, elle avait allumé le poêle et un ragoût de lapin chauffait. L'odeur remplissait la cabane, donnant à l'endroit un air moins de halte et plus de foyer. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce qu'elle pose sa cuillère. « Pourquoi étais-tu vraiment dans les Badlands ?» demanda-t-elle, ses yeux fixés sur lui désormais. « Par habitude, » répondit-il. « Je vais là où c'est calme. Personne à qui rendre des comptes. Alors pourquoi m'en rendre à moi ?» Luc soutint son regard un long moment. « Parce que t'abandonner là-bas m'aurait rendu aussi mauvais que ceux qui t'ont ligoté. » Elle garda le silence après ça, mais son regard s'adoucit d'une manière qu'il n'avait pas encore vue. Cette nuit-là, alors qu'il s'installait à même le sol, elle ne se contenta pas de l'observer depuis le lit. Elle murmura « Bonne nuit, Luc ». C'était la première fois qu'elle prononçait son nom, et pour lui, cela avait plus de valeur que n'importe quel merci. L'aube se leva sur une immobilité qui ne disait rien de bon à Luc. Nul souffle de vent, aucun appel lointain de coyote, pas le moindre mouvement dans les broussailles au-delà du corral. D'après son expérience, un tel silence signifiait que quelque chose guettait dans les parages. Il était déjà au fourneau en train de verser le café quand Naëlie remua. Elle s'assit sur le lit, les cheveux défaits sur ses épaules, la couverture glissant assez bas pour révéler des ecchymoses le long de sa clavicule, des marques qu'il n'avait pas distinguées clairement auparavant. Il posa le mug sur la table pour elle. « Ça vient de la corde ?» demanda-t-il. « Certaines, » répondit-elle en resserrant la couverture. « D'autres datent d'avant. » Il n'insista pas pour avoir les détails. Il comprenait. Les brûlures de corde venaient du poteau, mais les contusions plus profondes, celles qui jaunissaient sur les bords, étaient plus anciennes. Il rangea cette information sans rien laisser paraître de ce qu'il ressentait. Dans son esprit, c'était une dette de plus que son cousin et ses hommes auraient à régler s'ils revenaient. Tandis qu'il mangeait le pain et la viande séchée restant de la veille, Luc évoqua les cavaliers qui étaient passés dans la nuit, 2 jours plus tôt. S'il s'agit des hommes de ton cousin, ils pourraient tourner en rond pour voir si tu es toujours en vie. Tu les as déjà vus chevaucher ensemble? Oui, dit-elle sans hésitation. L'un a une cicatrice sur la joue gauche. L'autre porte un manteau bleu de l'armée, même par forte chaleur. C'était un détail que Luc pouvait exploiter. Il garderait ces éléments en tête s'ils croisaient leur chemin. Il avait appris il y a longtemps que se souvenir du manteau d'un homme ou de sa dégaine pouvait faire la différence entre repérer le danger à 100 yards ou trop tard pour agir. Après le déjeuner, Luc rentra sa selle et son harnachement dans la cabane pour les graisser. « Si on doit aller chercher des provisions, dit-il, on y va ensemble. Pas de raison que tu restes seul ici. » Elle ne discuta pas, ce qui lui indiqua qu'elle avait déjà pesé les mêmes risques que lui. Elle sortit avec lui pendant qu'il sellait le cheval. Le givre craquait sous ses mocassins, et elle serra son manteau plus fort autour d'elle. Ses yeux ne cessaient de balayer le terrain découvert comme si elle s'attendait à voir des cavaliers surgir à l'horizon. Le sentier menant au petit poste de traite était étroit, serpentant à travers les broussailles et les ravines peu profondes. Ils parlèrent peu, mais Luc remarqua la façon dont elle gardait la tête haute, même lorsqu'ils traversaient des étendues à découvert, refusant d'avoir l'air traqué, même si une part d'elle le ressentait encore. Au comptoir, Luc échangea pour de la farine, du sel, de l'huile de lampe et une bobine de corde fine. Il surprit le regard du commerçant glisser vers Naëlie plus d'une fois. Luc n'aima pas ça, mais il garda une voix égale en demandant le dernier article, un petit rouleau de tissu en coton. De retour dehors, Naëlie dit doucement, « Les hommes me regardent comme s'ils connaissaient déjà ma valeur. » Luc ajusta la sangle du sac de farine sur la selle. « Alors ils regardent mal. Ce qu'ils pensent ne change rien à ce qui est vrai. » Il n'en dit pas plus, mais elle sembla y puiser quelque chose. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent à un ruisseau étroit pour abreuver le cheval.
Luc remarqua ses mains lorsqu'elle se pencha pour puiser de l'eau. Elles étaient rendues rudes par la corde et le travail, mais elles ne tremblaient pas. « Tu sais manier un fusil ?» demanda-t-il. « Oui. » Il fit un signe de tête vers la selle. « Alors tu le porteras quand nous chevaucherons. » Le danger y réfléchit à deux fois face à un cavalier armé. Elle ne sourit pas, mais il y eut un petit changement dans son expression. De la fierté, peut-être, ou le soulagement de ne pas être traité comme un fardeau à cacher. Ils atteignirent la cabane juste au moment où la lumière déclinait. Luc fit le tour du périmètre avant d'entrer, vérifiant les traces fraîches. Il n'y en avait aucune, mais la sensation d'être épié ne l'avait pas quitté. À l'intérieur, pendant qu'elle déballait la farine et le tissu, il posa le fusil à portée de main sur la table. Cette nuit-là, une fois le ragoût terminé et que la lueur de la lampe eut transformé la cabane en une petite poche de chaleur dans l'obscurité, elle prit la parole depuis le lit. « Si mon cousin vient, est-ce que tu me renverras ?»« Non, » répondit Luc sans lever les yeux du chiffon huileux qu'il passait sur la crosse du fusil. « S'il vient, je réglerai ça ici. » Elle resta silencieuse un long moment avant de dire « Alors je resterai. » Ce n'était pas encore une promesse de confiance totale, mais c'était la première fois qu'elle disait qu'elle restait par choix pour Luc. C'était suffisant pour savoir qu'il avait pris la bonne décision à l'instant où il l'avait détaché de ce poteau. Le vent avait tourné durant la nuit, charriant une odeur de fumée de bois venant de quelque part où il ne devrait pas y en avoir. Luc le remarqua dès qu'il sortit aux premières lueurs. Ce n'était pas leur cheminée. C'était plus ténu, porté de loin, et la façon dont ça flottait lui indiquait que cela venait du sud, près de la crête. Il n'aimait pas ça. De la fumée dans cette direction signifiait que quelqu'un campait là où personne ne le faisait d'habitude. Naëlie était déjà réveillée, assise à la table avec la couverture en laine drapée sur ses épaules. Elle le regarda lasser ses bottes et dit « Quelque chose ne va pas, peut-être », répondit Luc, gardant une voix égale. « Reste à l'intérieur pendant que je vérifie. » Il sella le cheval sans précipitation, mais avec détermination. Before et mounted, et took. The second rifle from the wall and set it on the table next to her, loaded, bolt smooth. If someone comes through. That door isn't me, you don't wait for them to talk. She may size for a long second, then nodded. The reed. Towards the ridge was slow. Luke keeping to the low ground. He spotted the camp before he got within rifle range. 2. Horse tied to a pinion pin. Their riders crouched near a small fire. Even at a distance, he saw what they opened. Note 2. A man in a blue army coat and another with a pale scar running from the cheekbone to the jaw. He stayed low, circled wide, and returned without being seen. By the time he pushed the door open, Naëlie was standing just inside. Rifle in hand, watching the gap under the door if she could read trouble in the light. They're here, Luke said. Simply. Your cousin is man. They recamped by the ridge, her jaw clenched. If they're here, he is close. Maybe. Or maybe send them to see if you're still breathing. Luke set his hat on the table. Either way, we're not giving them the advantage. From now on, you don't step outside without me. For the rest of the morning, they worked if it were any other day, splitting wood, patching the edge of the roof, du boat kept on your tuned for of Beata. Luke explained small things she hadn't known yet about the cabin. Where the second door was in the back wall, built low end. Hidden by brush. How the shelf on the far side could be pulled down to block the windows in minute. She listened closely, committing every word to memory. Around midday, Luke handed her his knife. Show me how you use it. She didn't hesitate. She took a stance, blade held firm and moved with quick short strike, no wasted motion. It told him she'd been talked before, maybe by her father. When they came back inside, the air between them felt different. She wasn't just someone they pulled from a post. She was becoming part of the cabin's defense, part of its rhythm. That night, the wind came up again, rattling the shutter. They ate in silence until she finally asked the thing that had been sitting between them since the start. Why help me? You don't know me. You don't know.
Luke Setis. Spoon down. I've seen too many left to die because nobody wanted the trouble. I'm not doing that again. She studied. He might deciding whether to believe the plainness of the answer. And if he bring trouble to your door, he looked at her without hesitation. Then he deal with it. Her eyes softened just a little enough for him to see that something in her had shifted. It wasn't a trust yet, not completely, but it was closer than it had been when he first cut her down. When he bedded down on the floor that night, she didn't just watch him from the shadow. She said quietly, "I'm glad you came when you did." Luke lay back, listening to the wind outside and thought to himself that for the first time in a long while he was glad he did. Come, too. By morning, the wind had died, but the air carried a damp cold that sank straight into the bones. Luke stepped outside to split wood, scanning the horizon out of Abbey. That is when he saw them two riders in the distance. Moving slow, too far for details, but close enough to know they were headed this way. They weren't taking the direct trail. They were angling in using the low drawer for cover. That alone told him enough. He went back inside without making a sound that might carry. Naeli was at the table breathing her hair. She looked up, reading his face before he spoke. They're coming. They're coming. He took his rifle down from the wall and set it on the table. Your cousin is man. Scar on the cheek. Army coat exactly how you said. Her hand stilled. If they see me, they'll send word to him. He'll come. Then they're not going to see you, Luke said. He pulled the blanket from the bed and tossed it to her. Go to the back. Crawl space. Stay low. Don't come out until he tell you. He can shoot. She reminded him, her voice edged. He know. You right now he need them thinking you're gone, not hold up here. She studied him for a second like she wanted to argue, but then she nodded and moved to the hidden back door. Before she slipped through, she asked, "What will you tell them?" "The truth," he said. "That you're not here. They just want to know why." Luke stepped back outside, leaving the door half open as if he had nothing to hide. By the time the riders reached the corral, he was leaning against a fence post, at low, resting easy, but close enough to his gun to mate. The man with the scar gave a tight smile. "Heard you've been seen with a woman, a patch, about yeig, black hair." Luke shrugged. "Haven't had company in month. You might want to check your source." The man in the army coat shifted in the saddle, scanning the cabin. "We know she was out near the ridge. We know she didn't walk away on her own." Luke's eyes stayed steady. "You calling me Alia?" Neither answered, but her horse twitched under the silence. Luke let it stretch until the air felt tight. Avant de monter en selle, il décrocha le second fusil du mur et le posa sur la table près d'elle, chargé, le mécanisme parfaitement fluide. Si quelqu'un franchit cette porte et que ce n'est pas moi, n'attends pas qu'il parle. Elle soutint son regard une longue seconde, puis acquiesça. La chevauchée vers la crête fut lente, Luke s'en tenant au terrain bas. Il repéra le campement avant d'être à portée de tir. 2 chevaux attachés à un pin pignon. Leur cavalier accroupi près d'un petit feu. Même à cette distance, il vit ce qu'il espérait ne pas voir, un homme dans un manteau bleu de l'armée et un autre avec une cicatrice pâle courant de la pommette à la mâchoire. Il resta bas, fit un large détour et revint sans avoir été vu. Au moment où il poussa la porte, Naeli se tenait juste à l'entrée, fusil en main, surveillant l'espace sous la porte comme si elle pouvait lire le danger dans la lumière. Ils sont là, dit simplement Luke. Les hommes de mon cousin. Ils campent près de la crête. Sa mâchoire se crispa. S'ils sont là, il est proche. Peut-être, ou peut-être les a-t-il envoyés voir si tu respires encore. Luke posa son chapeau sur la table. Quoi qu'il en soit, nous ne leur donnerons pas l'avantage. À partir de maintenant, tu ne mets pas un pied dehors sans moi. Le reste de la matinée,
ils travaillèrent comme si c'était un jour ordinaire, fendant du bois, réparant le bord du toit, mais tous deux gardaient une oreille attentive au moindre bruit de sabots. Luc lui expliqua de petits détails sur la cabane qu'elle ignorait encore, où se trouvait la seconde porte dans le mur arrière, construite basse et dissimulée par les broussailles, comment les étagères du côté opposé pouvaient être abattues pour bloquer les fenêtres en quelques minutes. Elle écouta attentivement, gravant chaque mot dans sa mémoire. Vers midi, Luc lui tendit son couteau. « Montre-moi comment tu l'utilises. » Elle n'hésita pas. Elle adopta une posture, l'âme tenue fermement, et bougea par frappes courtes et rapides, sans aucun mouvement inutile. Cela lui indiqua qu'elle avait été formée auparavant, peut-être par son père. Quand ils rentrèrent, l'air entre eux semblait différent. Elle n'était plus juste quelqu'un qu'il avait détaché d'un poteau. Elle devenait une part de la défense de la cabane, une part de son rythme. Cette nuit-là, le vent se leva de nouveau, faisant cliqueter les volets. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce qu'elle pose enfin la question qui flottait entre eux depuis le début. « Pourquoi m'aider ? Tu ne me connais pas ?» Luc posa sa cuillère. « J'en ai vu trop laisser à la mort parce que personne ne voulait d'ennui. Je ne referai pas ça. » Elle l'étudia comme pour décider si elle devait croire à la simplicité de la réponse. « Et si j'apporte le trouble à ta porte ?» Il la regarda sans hésitation. « Alors je m'en occupe. » Ses yeux s'adoucirent juste assez pour qu'il voie que quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas encore de la confiance, pas complètement, mais c'était plus proche que cela ne l'avait été lorsqu'il l'avait libérée. Quand il s'installa sur le sol pour dormir cette nuit-là, elle ne se contenta pas de l'observer depuis l'ombre. Elle dit doucement, « Je suis contente que tu sois venu quand tu l'as fait. » Luc s'allongea, écoutant le vent dehors, et pensa en lui-même que, pour la première fois depuis longtemps, il était content d'être venu aussi. Au matin, le vent était tombé, mais l'air charriait un froid humide qui pénétrait directement dans les os. Luc sortit pour fendre du bois, scrutant l'horizon par habitude. C'est là qu'il les vit, deux cavaliers au loin, avançant lentement, trop loin pour les détails, mais assez près pour savoir qu'ils se dirigeaient vers lui. Ils ne prenaient pas le sentier direct. Ils obliquaient en utilisant les dépressions du terrain pour se couvrir. Cela seul en disait assez. Il rentra sans faire un bruit qui pourrait porter. Naëlie était à la table, tressant ses cheveux. Elle leva les yeux, lisant son visage avant qu'il ne parle. « Ils arrivent. » Il décrocha son fusil du mur et le posa sur la table. « Les hommes de ton cousin. » La cicatrice sur la joue. Le manteau de l'armée. Exactement comme tu l'as dit. Ses mains s'immobilisèrent. S'ils me voient, ils lui enverront mot. Il viendra. Alors ils ne vont pas te voir, dit Luc. Il tira la couverture du lit et la lui lança. Va dans la cachette à l'arrière. Reste basse. Ne sors pas avant que je te le dise. Je sais tirer, lui rappela TL, la voix tendue. Je sais, mais pour l'instant, j'ai besoin qu'il pense que tu es parti, pas retranché ici. Elle l'étudia une seconde comme si elle voulait discuter, mais elle hocha la tête et se dirigea vers la porte dérobée. Avant de se glisser à travers, elle demanda, « Que vas-tu leur dire ?»« La vérité, » dit-il. « Que tu n'es pas là. Ils ne sauront juste pas pourquoi. » Luc ressortit, laissant la porte entr'ouverte comme s'il n'avait rien à cacher. Au moment où les cavaliers atteignirent le corral, il s'appuyait contre un poteau de clôture, chapeau bas, main posée tranquillement, mais assez près de son arme pour que cela compte. L'homme à la cicatrice eut un sourire crispé. « Entendu dire que tu as été vu avec une femme, une apache, haute comme ça, cheveux noirs. » Luc haussa les épaules. « Pas eu de compagnie depuis des mois. Vous devriez vérifier vos sources. » L'homme au manteau de l'armée bougea sur sa selle, scrutant la cabane. On sait qu'elle était près de la crête. On sait qu'elle n'est pas partie toute seule. Le regard de Luc resta fixe. « Tu me traites de menteur ?» Aucun ne répondit, mais leurs chevaux tressaillirent sous le silence. Luc laissa la tension s'étirer jusqu'à ce que l'air devienne lourd. Puis il se décolla de la clôture. « Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté. Mais vous ne trouverez pas ce que vous cherchez ici. Mieux vaut faire demi-tour tant que la piste est encore ouverte. » Le sourire de Scar s'effaça. « On reviendra, dit-il d'un ton sans réplique. Peut-être avec plus d'hommes. »« Amenez qui bon vous semble, répliqua Luc. Cela ne changera rien à la réponse. » Ils firent tourner leur monture avec lenteur, s'assurant qu'ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas pressés. Lorsqu'ils disparurent par-delà la montée, Luc resta planté là 10 minutes de plus,
surveillant le sentier jusqu'à être certain qu'ils ne revenaient pas sur leurs pas. À l'intérieur, Nieli émergea de l'espace vide sanitaire, époussetant sa robe. « Ils vont lui dire » dit-elle doucement. Probablement, convint Luke en reposant le fusil au mur. Cela signifie que nous avons des jours, peut-être moins, avant qu'il ne décide quoi faire. Elle resta là un moment, ses yeux ancrés dans les siens. Tu pourrais encore m'ordonner de partir. Je pourrais, dit Luke. Mais je ne le ferai pas, pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Alors je me battrai à tes côtés quand ils viendront. Il adressa un bref signe de tête. Il avait été seul pendant des années, et maintenant il réalisait que quelque chose avait changé. Il ne planifiait plus seulement pour lui-même, et à la façon dont elle carrait les épaules, elle non plus. Les 2 jours suivants s'écoulèrent dans une tension que ni l'un ni l'autre n'avait besoin de nommer. Luke gardait le fusil à portée de main peu importe où il se trouvait, appuyé contre la table quand il mangeait, posé contre son genou quand il s'asseyait près du poêle, ou en travers du pommeau de la selle quand il vérifiait la ligne de clôture éloignée. Nieli s'affairait à l'intérieur, raccommodant une de ses chemises et coupant le rouleau de tissu qu'il avait troqué, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers la fenêtre comme si elle s'attendait à voir du mouvement. Au matin du 3e jour, Luke aperçut la poussière en premier, une colonne roulant bas sur les plaines, se déplaçant dans leur direction. Un cavalier en tête, 2 derrière, et une autre paire écartée large de chaque côté. Ce n'était pas une approche fortuite. C'était un ratissage. Il dénombra 5 chevaux au total. L'homme en tête chevauchait le dos droit, confiant. Même à cette distance, Luke devina que c'était son cousin. Il rentra à l'intérieur. Ils sont là. Nieli se leva de la table sans demander qui. Elle avait ses mocassins aux pieds et le fusil entre les mains avant qu'il ne puisse ajouter un mot. « Je ne me cacherai pas cette fois », déclara-t-elle. Luke l'étudia, puis fit un bref signe de tête. « D'accord, mais tu restes derrière moi jusqu'à ce que je te dise le contraire. » Ils sortirent ensemble. Les cavaliers comblèrent la distance jusqu'à ce que l'homme de tête tire sur les rênes à environ 30 yards de la cabane. Il était grand, large d'épaules, ses cheveux liés par du cuir. L'assurance sur son visage n'était pas une façade vide. C'était un homme habitué à donner des ordres et à ce qu'il soit suivi. Il regarda tour à tour Luke et Nieli et sourit sans chaleur. « Je vois que les loups n'ont pas achevé ce qu'ils avaient commencé. » La voix de Luke était neutre. Ils avaient mieux à faire. Les yeux du cousin se plissèrent légèrement avant de se poser à nouveau sur Nieli. « Tu as causé assez de troubles. Descends de là et j'oublierai l'insulte. » Elle fit un pas en avant, le fusil stable dans ses mains. « Tu as menti. Tu as pris le fusil de mon père et tu as dit que je m'étais vendu à des étrangers. Je n'irai nulle part avec toi. » Luke gardait son attention sur les hommes du cousin, surveillant leurs mains. « Ce fusil dont elle parle, tu l'as toujours ?» Le cousin pencha la tête. « C'est le mien désormais. Transmis quand elle a été bannie. » « Ce n'est pas sa version de l'histoire, » dit Luke. « Et si tu es venu ici pour ça, tu repartiras sans. » L'homme à la cicatrice bougea sur sa selle, les yeux fixés sur les mains de Luke. L'homme au manteau de l'armée glissa lentement une main vers son arme de poing. Luke le vit, mais ne bougea pas. Pas encore. Le sourire du cousin revint, plus mince cette fois. Tu prendrais parti pour elle, même en sachant les ennuis que ça va t'attirer. La réponse de Luke fut calme. Je suis déjà debout. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis le cousin se pencha en avant sur sa selle. Nous reviendrons, dit-il d'une voix basse. Et quand nous le ferons, tu regretteras de ne pas l'avoir livré. Luke ne sia pas, amène plus d'hommes si tu veux. Ça ne changera pas la fin de l'histoire. Le cousin fit tourner son cheval sans un autre mot. Ces hommes suivirent, mais le message était clair. Il n'en avait pas fini. Quand la poussière retomba enfin, Luke abaissa le fusil. Nieli se tenait près de lui, la mâchoire serrée, mais les mains fermes. « Ils viendront de nuit, » dit-elle. « Peut-être, » répondit Luke. « Mais maintenant nous savons que c'est lui. Et maintenant il sait que nous sommes prêts. » À l'intérieur, il reposa le fusil au mur, mais à portée de main immédiate. Ils travaillèrent ensemble le reste de la journée, barricadant les volets et empilant du bois à l'intérieur. L'atmosphère entre eux semblait différente. Pas seulement de la prudence, mais un accord tacite. Peu importe ce qui allait arriver, ils y feraient face côte à côte. L'air, cette nuit-là, ne portait aucun vent,
aucun son de coyote, aucun bruissement dans les arbres, juste ce genre d'immobilité que Luc avait appris à considérer comme une alerte. Le feu dans le poêle était bas, projetant une douce lueur orangée sur les murs de la cabane. Luc était assis à la table, nettoyant son fusil pour la 3e fois ce jour-là, non parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il le voulait prêt sans l'ombre d'un doute. Nieli était assise au bord du lit, vérifiant les cartouches de la Winchester de rechange qu'il lui avait données plus tôt. Aucun ne parlait beaucoup. Le calme entre eux était mesuré, sans gêne. Elle finit par se livrer. « Le fusil de mon père, dit-elle. C'était un Springfield. Il m'avait dit qu'il serait à moi quand je serais assez grande. Mon cousin l'a pris le jour suivant l'enterrement. Il a dit à tout le monde que j'étais inapte à le garder. » Luc leva les yeux. « C'est pour ça que tu n'as pas simplement fui quand ils t'ont attaché à ce poteau ? » « J'ai fui une fois, » répondit-elle d'un ton plat. « Ils m'ont rattrapé. Je savais que si je partais encore sans le fusil, je perdrais la dernière chose que j'avais de lui. » Il hocha la tête une fois, enregistrant cette information. Cela lui indiquait que l'arme n'était pas juste un bien matériel. C'était sa ligne rouge, sa limite infranchissable. Vers minuit, le bruit arriva. Faible d'abord, des sabots sur le sol gelé, prudent, essayant de ne pas faire résonner la terre. Luc se déplaça vers la fenêtre, souleva un volet juste assez pour observer les plaines sous le clair de lune. Des formes bougeaient bas contre le sol. 5 cavaliers de nouveau, mais déployés plus larges cette fois, essayant d'approcher sous différents angles. « Ils sont là, dit-il. » Naëli traversa la pièce jusqu'à la table, son fusil en main, le regard perçant. « On attend qu'ils soient proches ? » « On les laisse approcher assez pour qu'ils pensent nous tenir, » répondit Luc. « Ensuite, on s'assure qu'ils n'avancent pas plus loin. » Il souffla la lampe, ne laissant que la lueur diffuse du poêle. Ils prirent position, Luc à la fenêtre avant, Naëli couvrant l'approche latérale. Le bruit des sabots s'intensifia jusqu'à ce qu'ils soient juste au-delà de la cour. Une voix s'éleva, basse, depuis l'obscurité. « Luc Harland. » Le ton du cousin était calme, presque amical. « Dernière chance de nous la remettre. Personne n'a besoin d'être blessé. » Luc haussa la voix suffisamment pour qu'elle porte. « Vous avez déjà fait votre part de mal. Il n'y en aura pas d'autre ici ce soir. » Silence. Puis la voix du cousin retentit de nouveau, plus tranchante cette fois. « Alors on la prend. » C'est alors que la première ombre bougea dans la cour. Luc fit feu une fois, la détonation claquant dans la nuit. Un homme tomba de sa selle, heurtant durement la terre. Des sabots s'agitèrent en désordre. Le tir de Naëli suivit une seconde plus tard depuis le côté de la cabane. Un autre cavalier jura bruyamment et se replia. Le cousin resta en selle dans l'ombre. « Tu crois que tu peux te sortir de ça en tirant ? » ?»« Je ne pense pas, » dit Luc. « J'agis. » 2 autres coups de feu retentirent. Les tirs de Luc et de la jeune femme furent nets, contrôlés. Un autre cheval détala, sans cavalier. Les 2 formes restantes se replièrent vers la crête, se regroupant. La silhouette du cousin s'attarda un instant de plus, puis tourna bride et disparut dans le noir. Luc garda le fusil stable jusqu'à ce que le bruit des sabots s'efface complètement. Seulement alors, il l'abaissa. À l'intérieur, Naëli se tenait debout, respirant fort mais régulièrement, le fusil toujours entre ses mains. « Ils reviendront, » dit-elle doucement. « Pas ce soir, » répliqua Luc. « Et la prochaine fois, ils sauront que nous ne sommes pas la proie facile qu'ils croyaient. » Il referma les volets, attisa le feu et versa 2 tasses d'eau. Quand il posa la sienne sur la table, elle le regarda d'une manière différente d'avant, non pas seulement avec confiance, mais avec une certitude tranquille. « Tu n'étais pas obligé de te battre pour moi, » dit-elle. Luc soutint son regard. « Si, je l'étais. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait détachée de ce poteau, elle s'autorisa un sourire petit, fatigué, mais réel. Et pour Luc, c'était suffisant pour savoir qu'il venait de franchir un cap duquel aucun d'eux ne ferait marche arrière. Le matin suivant le combat, le sol à l'extérieur de la cabane racontait toute l'histoire, sabots incrustés profondément dans la terre gelée, zone de sol labourée là où les hommes étaient tombés, une piste menant vers la crête où les survivants avaient battu en retraite. Luc l'étudia dans la lumière froide, notant comment les traces se séparaient. 3 cavaliers bifurquant vers le sud, 2 se dirigeant vers l'ouest. Le cousin n'était pas allé loin. Le schéma montrait qu'ils avaient campé quelque part dans les ravines basses, probablement pour se regrouper.
Il savait que s'il ne réglait pas le problème maintenant, il continuerait de venir jusqu'à ce qu'un des deux camps disparaisse. À l'intérieur, Naëli était à la table en train de nettoyer le fusil qu'elle avait utilisé la veille. Ses mains bougeaient avec assurance, ce genre de concentration qui signifiait qu'elle était debout depuis des heures à réfléchir à la même chose que Luc. Ce n'était pas fini. Quand il rentra, elle leva les yeux. « Tu vas après eux. »« Pas nous, » dit Luc. « Moi. » Ses yeux se plissèrent. « Tu crois que je vais rester assise ici à attendre de savoir si tu reviens ? » Non. Il n'argumenta pas longtemps. Il savait qu'elle avait raison. Si son cousin la voyait se dresser contre lui un fusil à la main, cela achèverait l'affaire d'une manière que Luc ne pouvait accomplir seul. Ils partirent juste après le lever du soleil, suivant la piste sud. Le vent coupait net à travers les plaines, charriant une vague odeur de fumée de bois. En moins d'une heure, ils repérèrent un petit campement niché contre une paroi rocheuse. 3 chevaux étaient attachés à proximité. 2 hommes se réchauffaient les mains au feu. Le 3e était assis à l'écart, le fusil Springfield sur ses genoux. Le souffle de Naëli se bloqua quand elle le vit. « C'est le sien, » dit-elle, la voix basse mais ferme. Luc ralentit le cheval. « On récupère le fusil. On finit ça ici. » Ils mirent pied à terre à 100 yards et s'approchèrent à pied, restant à couvert des rochers. À 30 yards, Luc sortit le premier, fusil levé. « Posez le fusil et éloignez-vous du feu. » Les hommes se figèrent. Le cousin leva les yeux lentement, son expression coincée entre la surprise et le défi. « Tu aurais dû rester dans ta cabane, Harland. »« Peut-être, » dit Luc. « Mais je n'aime pas attendre que les ennuis frappent 2 fois à ma porte. » Naëli surgit de derrière les rochers, son fusil braqué, le regard verrouillé sur son cousin. « Le fusil. Maintenant ?» Il eut un rire bref et cassant. « Tu penses pouvoir me le prendre ? » ?»« Je ne pense pas, » dit-elle. « Je sais. » Quelque chose dans sa voix le fit marquer un temps d'arrêt. Lentement, il déposa le Springfield au sol et recula. Ses hommes s'agitèrent, mais un seul coup d'œil au fusil de Luc suffit à les figer sur place. Naëli s'avança, ramassa l'arme et vérifia la chambre avant de la passer à l'épaule. « Mon père, » dit-elle simplement. Luc garda les yeux rivés sur le cousin. « Vous en avez fini ici. Si vous revenez dans un rayon de 10 miles de cette cabane, vous ne repartirez pas. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis le cousin hocha lentement la tête, une colère contenue durcissant sa mâchoire. « Tu as fait ton choix, » lança-t-il à Naëli. « N'espère pas revenir. »« Je ne reviens pas, » répondit-elle. « J'ai un foyer maintenant. » Ils reculèrent, maintenant leurs fusils levés jusqu'à ce que les hommes soient en selle et filent grand train dans la direction opposée. Quand le bruit des sabots s'évanouit, Luc relâcha le souffle qu'il retenait. Le retour se fit en silence, mais l'atmosphère semblait plus légère, d'une certaine façon. Le Springfield reposait sur les genoux de Naëli, sa main posée sur la crosse comme s'il s'agissait d'un être vivant. Lorsqu'ils atteignirent la cabane, le soleil était bas et la lumière chauffait la paroi du canyon. À l'intérieur, Luc raviva le feu pendant qu'elle appuyait le fusil dans le coin près du lit. Elle se tourna alors vers lui, sans la moindre hésitation dans la voix. « Je reste, pas parce que je te suis redevable, mais parce que je le veux. » Luc la regarda longuement avant de répondre. « Alors nous ferons de cet endroit le nôtre. » Cette nuit-là, les volets clos et le feu ronflant, ils s'assirent à la table pour partager le pain et le café. Les menaces s'étaient dissipées, la crête était silencieuse, et les loups n'étaient plus qu'un bruit lointain dans l'obscurité. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait plus de décision à prendre, juste le labeur à venir, le foyer qu'ils préserveraient et la vie qu'ils bâtiraient ensemble.